Livre 1, partie 1. 1955. Le passé fut et fait. Qu'est-ce que je suis ? Suis-je supposé être ? À qui est-ce que je m'adresse ? Et pourquoi ? Bien souvent, mon existence me paraît n'être qu'une énergie projetée dans le vide, sans but précis, sans objectif attendu, dans une infinie continuité, juste parce qu'aucune force ne peut stopper cette course. Ralentir ? Oui. Ralentir tellement que je croirais faire du surplace. Ralentir tellement que le temps semble reprendre son emprise sur mon existence. Mais au final, je sais, jamais je n'oublie. Je ne peux pas oublier que mon avancée est inéluctable. Ainsi, les mondes et les êtres passent. Si j'essayais de tendre le bras dans leur direction, arriverais-je ne serait-ce qu'à effleurer leur surface. Ce « je » qui n'atteindra plus jamais eux. À quel moment suis-je devenu « je » ? Bien après nous, et bien avant nous il y avait il. Il était amoureux. Il était vivant et connaissait l'amour. Cet amour que nous avons traqué si longtemps, en vain. L'amour est un traumatisme pour l'esprit, une déchirure dans la logique perpétuelle de l'absurdité de l'existence. L'amour est narcissique, il projette l'existence de l'un dans celle de l'autre. À cette époque, juste avant qu'il ne devienne nous, il avait oublié l'amour. La détresse et les angoisses avaient eu raison de son endurance, jusqu'à ce qu'il oublie qu'il avait même été amoureux. Nous n'oublions rien. Nous sommes ce cri violent et impétueux du passé. Nous crions vengeance pour chaque défaut, nous torturons chaque souvenir pour le ramener à la vie dans la douleur et la peine. L'amour. L'amour est le traumatisme douloureux sur lequel on ne peut exercer aucune vengeance que d'attendre la maturité de l'acceptation. Mais à cette époque, il était déjà si proche de nous. Pourquoi, alors qu'il semblait être encore au début de sa vie ? Tout simplement à cause de l'espoir, cet espoir de retrouver l'être aimé, disparu. L'espoir qui a tenu en vie jour après jour, semaine après semaine. Les mois devenant des années, il a passé des vies entières à attendre et à chercher, car dans la douleur psychologique et physique de l'amour insatisfait, le temps se dilate. L'espoir est le terreau de la névrose. Cette lumière intérieure est le poison qui à terme tuera le cœur et le fera pourrir à l'intérieur de ce corps convaincu d'être toujours debout. Cet espoir qui rend l'être vivant capable du plus grand rime aussi avec nécrose dans l'équation de l'obstination amoureuse. Encore de l'amour, pourquoi toujours de l'amour ? En quoi est-ce que l'amour doit toujours représenter le grand accomplissement de l'être vivant ? Pourquoi faudrait-il qu'un être aussi laid à l'intérieur qu'il ne l'est à l'extérieur puisse lui aussi trouver la paix de la passion amoureuse ? Parce que cet amour est leur dernier fil ténu, la corde raide qui nous convainc d'être et de rester en vie. Ce qui est plutôt ironique, étant donné le genre de personnage qu'il est. Chapitre 1er. La forêt était un espace sec et envoûtant où les pins y empêchaient tout autre arbuste que la fougère d'y pousser. L'atmosphère qui en résultait était ponctuée de l'odeur légèrement âcre des plus grands arbres. L'aura presque irréelle de la brume qui se répandait entre les troncs le soir était propice à l'inspiration des romantiques, tout comme à celle des esprits les plus machiavéliques possibles. Si nous nous demandions à Isor le Buis où selon lui tout ceci a commencé, il nous sourirait et ne répondrait rien comme à son habitude. Peut-être penserait-il à ce lieu, à cet instant, ou peut-être avait-il encore un tant soit peu le choix. Sur le sol sec, les pas d'un adolescent résonnaient. Solitaire, il avançait à la manière d'un conquérant, le front haut et le dos droit. Il toisait du regard le décor environnant, évoluant tantôt entre les arbres, tantôt sur un chemin de terre sèche. C'était la première fois qu'il venait ici, et pourtant les lieux lui paraissaient étrangement familiers. Âgé d'à peu près 16 années, peut-être plus, une peau laiteuse, ses pupilles brunes et ses cheveux bruns formaient un contraste saisissant avec le reste de sa tenue. Une petite veste beige, un pantacourt dans les mêmes tons, de grandes chaussettes à carreaux donnant sur des souliers de cuir marron. Chacun de ses pas soulevait de petits nuages de terre. Tandis qu'il était perdu dans ses pensées, il regardait fixement une branche morte au travers du chemin. Au départ, il ne se rendit même pas compte qu'il s'était arrêté de marcher. Il dévisageait la branche avec une telle insistance, comme si ce malheureux bout de bois pouvait être autre chose qu'un simple bout de bois. Son attention était telle que des larmes commençaient à se former au coin de ses yeux. Il agissait ainsi inconsciemment, et l'eût-on arrêté qu'il aurait été bien incapable de réaliser le dessin de sa concentration précédente. Mais nous n'en ferons rien. Une gouttelette de sang perla au bout de son nez, et au moment où celle-ci allait toucher terre, le bâton s'éleva brusquement et alla retomber 1 mètre plus loin. Le garçon ne parut pas étonné de ce qui venait de se passer, et c'est avec un petit sourire amusé qu'il repartit dans le sens inverse.
Il essuya négligemment le sang sur son nez et la sueur qui s'était formée sur son front. La scène avait été très brève, mais dans sa mémoire, elle était dénuée de tout repère temporel. Il sortit enfin de la forêt pour arriver dans une petite cour où un grand homme attendait près d'une voiture. Il regardait la porte d'entrée du manoir, posée là, comme un défi à l'immense majesté des plus hauts arbres de la forêt. Le jeune garçon s'approcha lentement. Les crissements de ses pas sur le gravier avertirent l'homme de son arrivée. « Eh bien, fils, tu es en retard ? Cancre-là ! Mais où es-tu allé traîner ? Tu as vu dans quel état est ta veste ? » ?»« Oui, je suis désolé, père. Je me suis appuyé contre un arbre. »« Bon allez, on a déjà assez perdu de temps. Monte vite en voiture. » Pendant qu'il roulait vers la ville toute proche, Ézor avait toujours les yeux rivés sur la forêt, si mystérieuse qu'il absorbait depuis qu'ils avaient emménagé ici, lui et son père. Les reflets du soleil couchant sur les vieux conifères donnaient un aspect surréaliste au lieu. La forêt était adossée à la montagne, et le manoir reconstruit juste après les bombardements de la guerre passée semblait complètement inconvenant face à elle. Il n'écoutait pas les imprécations de son père, et lui tournait le dos pour ne pas perdre de vue les arbres ancestraux. La voiture s'arrêta au milieu d'une rue richement éclairée. Monsieur Lebuy en sortit, suivi de son fils, qui époussetait tant bien que mal ses vêtements. Son père observa la rue un moment, puis avec un sourire, entraîna son fils vers le plus riche restaurant de la ville, entièrement rénové à l'instar de la majorité des quartiers de la banlieue. La façade s'élevait lumineuse au-dessus d'un tapis bleu royal. Une lumière presque aveuglante forçait Ézor à plisser les yeux. Il suivit son père jusqu'au guichet pour qu'on leur indique la table que celui-ci avait dû réserver dans la journée. Ézor et son père avaient ritualisé l'anniversaire du décès de sa mère, le 29 août 1944. La guerre la leur avait arraché. Ézor avait un besoin impérieux de cette commémoration tous les ans. Comme à leur habitude, ils se rappelèrent son souvenir pendant 2 heures. Mais ce soir-là, Ézor fut particulièrement gêné par l'insistance apparemment volontaire de son père sur le fait qu'il fallait savoir tourner la page, que ce déménagement était aussi une nouvelle vie, qu'il fallait oublier la capitale et tous ses mauvais souvenirs. Ils en étaient arrivés au dessert, et Ézor commentait, quand il fut surpris d'entendre son père choisir un 3e gâteau. Moins d'une demi-seconde après, une ravissante jeune femme vint s'asseoir à la droite de son père, et il fut choqué que son père eût trouvé quelqu'un, et qu'il ose le lui présenter le jour de l'anniversaire du décès de sa mère. Il n'entendait pas son père lui introduire Mademoiselle André, une jeune femme d'une grande qualité, rencontrée il y a plusieurs mois lors d'un voyage d'affaires dans la région. Les voix résonnaient de très loin dans ses oreilles, toutes ces paroles n'avaient aucun sens. Ce n'était pas possible, pas possible. Puis n'y tenant plus, il explosa. « Comment peux-tu oser faire une chose pareille, le soir de l'anniversaire de maman ? Ah, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Tu as passé la soirée à goûter madame, qui attendait derrière moi, de pouvoir entrer en scène ? Ézor, tais-toi. Calme-toi maintenant, ça suffit. Ne fais pas l'enfant. Tu savais que cela arriverait un jour. Rassieds-toi. Présente tes excuses à André. Je viens de te dire qu'elle allait emménager à la maison. » « Laisse, Edmond, ce n'est rien, » dit la femme en posant sa main sur le bras de monsieur Lebuy. « Ce n'est pas grave. Il est encore jeune. Il finira par accepter. C'est normal à son âge. Je suis sûr qu'on s'entendra très bien, » dit-elle en accordant un sourire éclatant au jeune garçon. Ézor restait interdit, blessé et honteux. Il hurla à nouveau son refus devant cette réalité, puis s'enfuit du restaurant sous le regard offusqué des clients et du personnel de service. Il n'entendait même plus son père crier derrière lui. Au fond de lui, des centaines de portes venaient de se fermer. Une révolte s'élevait au plus profond de son être. Les larmes et la colère déformaient son visage, tandis qu'il courait au travers des rues, en direction de la forêt. Quand il atteignit les premières ombres, il s'arrêta, haletant, se retourna vers la ville qui semblait se jouer de son désespoir, de toutes ses lumières. Il cracha à plusieurs reprises et insulta la terre entière, en s'enfonçant parmi les arbres. La lune perçait difficilement et ses reflets donnaient une atmosphère vraiment terrifiante au lieu. Ézor, la poitrine secouée de sanglots, blessé dans son orgueil, enragé contre son père, avançait toujours plus loin sur la terre sèche. Il ne s'arrêta que lorsqu'il fut rendu sur le chemin qu'il avait parcouru l'après-midi même. Il regarda autour de lui. La forêt avait une ambiance tout à fait lugubre. Ézor songea en souriant que s'il voyait un loup-garou surgir devant lui, l'écume aux lèvres, il ne serait pas étonné. Une brise fraîche lui saisit les côtes au travers de sa chemise blanche. Dans sa précipitation, sa veste était restée au restaurant. Maintenant, il le regrettait. Le froid avait fini d'étouffer sa colère, il se sentait faible et démuni au milieu des arbres gigantesques. Tandis qu'il réfléchissait aux possibles conséquences de ses actes, ses yeux tombèrent sur la branche morte de l'après-midi. Cette fois-ci, il ne voulait plus jouer. Il la saisit de ses 2 mains et, en criant, la frappa sur le sol de toutes ses forces. La branche se brisa net en 2 parties distinctes. Il donna un furieux coup de pied dans les morceaux et s'en retourna vers chez lui. La fatigue et la détresse lui martelaient le crâne. Il n'aspirait maintenant qu'à se coucher. Il n'avait pas fait 3 pas qu'il entendit un sifflement dans son dos. Il n'eut pas le temps de se questionner davantage qu'il fut violemment frappé à l'arrière du crâne.
Il se retourna pour voir ce qui avait pu lui causer un tel mal, quand il reçut un second coup sur la tête. Il leva les yeux, et vit horrifié le bâton qui tournoyait, menaçant au-dessus de lui. Un coup asséné avec force derrière les genoux le renversa. Sur les fesses, il n'eut que le temps de lever les mains devant sa tête pour éviter de recevoir les coups sur le visage. Il se roula en boule sous la bastonnade insoutenable qu'il endurait. Il n'osait crier tant il était terrorisé. Désespérément, il tenta d'attraper un des bouts de bois, mais le reçut si violemment que son poignet ne supporta pas le choc et se brisa. Ce fut ce qu'attendait le reste de son corps pour perdre espoir. Plusieurs côtes se décidèrent enfin à rompre sous l'avalanche de coups, son nez fut à son tour réduit en charpie, le sang et la terreur l'empêchaient de reprendre son souffle. La douleur et un coup savamment abattu sur la nuque eurent raison de ses dernières volontés, et il sombra dans la torpeur la plus totale. Quand Hézor reprit connaissance, la souffrance qu'il éprouvait l'aurait fait hurler si le sang n'avait séché ses lèvres, les condamnant closes. Il parvenait à peine à respirer. C'était le froid du marbre qui l'avait tiré de son état. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il réalisa qu'il était étendu sur les marches du manoir familial. En face, les ombres de la si dangereuse forêt s'arrêtaient jusqu'au bord de l'escalier. La rosée sur son visage l'aida à se calmer quelque peu. Il ouvrit davantage les yeux et entreprit de se hisser tant bien que mal jusqu'à la porte d'entrée. Avec un peu de chance, son père ne l'aurait pas fermée à clé. Moitié rampant, moitié à genoux, il parvint à la porte et tira sur la poignée de tout son poids. Le battant s'ouvrit et il s'étala de tout son long dans l'entrebâillement. Ramenant ses jambes à lui, comme un paraplégique, dans le hall, la porte claqua, entraînée par son ressort. Il était là, allongé tel un cafard dans l'immense vestibule de carrelage en marbre noir et blanc. Un seul et unique objectif résonnait dans sa tête, au travers de la douleur. Il fallait qu'il atteigne sa chambre. Alors il pourrait se coucher et ce mauvais cauchemar se terminerait. Au lendemain matin, il serait en pleine forme pour recevoir la correction que lui préparait son père. Dans un effort incommensurable, il se mit debout. Il se sentait comme un faon nouveau-né. Combien de temps ses jambes flageolantes le porteraient dans cet équilibre plus que précaire. Il fit un pas, puis un autre, et il réussit ainsi à progresser sur plusieurs mètres, se demandant quelles étaient les forces qui lui restaient pour continuer à avancer. Tout d'un coup, il eut un violent vertige. Sa vision devint trouble, et dans une chute sans fin, il leva les yeux. Devant lui, le carrelage s'élevait cauchemardesque vers l'escalier. Son menton heurta le marbre froid, et les ténèbres l'envahirent de nouveau.